Donc, on va pouvoir commencer. Bonjour à tous. Donc, nous sommes ravis de vous accueillir aujourd'hui pour cette nouvelle édition des webinaires Tourisme Innove qui sont organisés par Atout France. Atout France est l'agence de développement touristique de la France. Pour rappel, ces webinaires sont organisés par l'équipe innovation d'Atout France. Donc, moi, je suis Marianne Geneste, je suis chef de projet innovation. Je m'occupe notamment des relations start-up et aussi de la valorisation des start-up, notamment sur nos salons. On a des espaces innovation. Et on a également Maëlys dans l'équipe. Enchantée, bonjour. Je suis Maïlis Viennot de Vaublanc et donc je fais aussi partie de l'équipe innovation en tant que chargée de mission et je m'occupe plus de la partie appel à manifestation d'intérêt pour l'innovation. Voilà, et également Frédéric Rousseau, directrice innovation et professionnalisation. Donc pour rappel, l'objectif de ces webinaires, c'est de mettre en avant des solutions innovantes dans le secteur du tourisme et de partager des témoignages et des cas d'usage. Et donc les webinaires Tourisme Innov sont de retour pour 2025 et on va commencer la saison avec une 16e édition consacrée à l'accessibilité. Nous avions d'ailleurs organisé 2 webinaires l'année dernière sur ce sujet. Je vous invite à consulter le site internet atout-france.fr pour retrouver l'ensemble des replays. Donc aujourd'hui, au programme de ce webinaire, donc nous allons évoquer bien entendu l'actualité avec les 20 ans de la loi handicap, qui, vous savez, a été une avancée notamment dans l'accueil du public avec des obligations d'accessibilité, même si aujourd'hui il y a encore beaucoup à faire, encore de nombreux défis à relever. Donc voilà, alors comment améliorer l'accessibilité des services et des lieux d'accueil? Donc c'est tout l'objet de notre webinaire d'aujourd'hui. Et pour tenter de répondre à cette question, on aura le plaisir d'accueillir des experts et des témoignages d'initiatives innovantes. Donc, on a le plaisir d'accueillir Annette Masson, présidente de l'association Tourisme et Handicap. Non pas Fanny Cohen du Handilab, mais bien Antoine Bossy, qui nous présentera le Handilab, qui est donc un incubateur au service du handicap. Incubateur, mais pas seulement. Freddy Derbib de SpeakYou qui nous présentera l'ensemble des solutions qu'il a développées pour l'accueil des personnes déficientes visuelles. Ensuite, Éline Vadreau de Picto Access qui a développé donc une solution numérique pour référencer l'accessibilité des ERP. Et enfin, Agnès Chevalier de Tactile Studio qui conçoit des dispositifs adaptés pour rendre l'art et la culture accessibles à tous. Donc, ce webinaire est enregistré et je vous invite, si vous le souhaitez, à poser vos questions dans le chat qui restera ouvert tout le long du webinaire. Voilà. Et sans plus attendre, je laisse la parole à Annette Masson, mais peut-être Maëlys, si tu veux donner quelques éléments d'intro sur le label Tourisme et Handicap qui est géré par Atout France. Oui, alors effectivement, Atout France est en charge de la gestion opérationnelle du label Tourisme et Handicap depuis le 1er mai 2024. Et donc on comptait en 2024 90 relais locaux et plus de 3500 établissements labellisés. Et il y avait aussi plus de 600 dossiers en cours de labellisation. Et donc pour les touristes, ce label montre l'engagement de l'établissement ainsi que la garantie d'un accueil efficace et adapté. Et les personnes en situation de handicap disposent du coup d'une information fiable sur les 4 handicaps, auditif, mental, moteur et visuel. Voilà. Je laisse la parole à Annette Masson. Alors bonjour, j'espère que vous m'entendez. Je suis actuellement en formation de conseiller en séjour d'office de tourisme en Alsace. Donc je vais intervenir, mais après je serai dans l'obligation de vous quitter et j'écouterai les prochains intervenants évidemment dans le replay et je vous en remercie. Alors merci de m'accueillir. Une petite précision concernant le label Tourisme Handicap qui a été créé par l'association Tourisme Handicap en 2001 et cédé en 2003 à l'État pour que ça devienne un label d'État. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, concernant l'association Tourisme Handicap, nous sommes co-gestionnaires dans le cadre d'un marché ou d'une convention avec Atout France pour évidemment aider Atout France dans la gestion du label Tourisme et Handicap, dans toutes les questions ad hoc et techniques qu'il peut y avoir, et également, j'espère prochainement, dans la promotion du label auprès, bien sûr, des professionnels du tourisme, mais aussi auprès du grand public,
puisque faire en sorte que les sites touristiques deviennent accessibles à tous, il faut également le faire savoir auprès du grand public. Donc mon intervention est de vous dire que depuis très longtemps, nous souhaitons qu'on évite le plus possible le déclaratif des lieux accessibles, parce que ce n'est pas ce qui est attendu par les personnes en situation de handicap. Et il s'agit aussi de travailler sur l'inclusivité et de ne pas penser uniquement à un seul type de handicap, mais de penser à tous les types de handicap et de pouvoir accueillir au niveau des loisirs et du tourisme l'ensemble des personnes qui en ont besoin. Je pense que tout un chacun qui est ici présent comprend que les loisirs, c'est important pour tout le monde. Et même quand on est en situation de handicap, on devrait avoir le droit aux loisirs, mais aux loisirs réellement accessibles. Donc effectivement, le label Tourisme Handicap permet de vérifier des lieux touristiques et qu'ils soient accessibles à tous, avec des critères qui sont à la fois des critères réglementaires et des critères de qualité d'accueil. Parce que la loi française du 11 février 2005, pour laquelle nous avons fêté un non-anniversaire, je le précise récemment de ses 20 ans, ne parle que d'accessibilité technique et pas de confort d'usage de la prestation. Alors pourquoi je dis non-anniversaire? Parce qu'au bout de 20 ans, nous sommes toujours au milieu du gué, c'est-à-dire que nous sommes à moins de 50% des lieux en règle générale en France qui sont accessibles à tous. Il n'y a pas que le tourisme, il y a aussi les lieux de formation, les écoles, l'emploi, etc. Et ce sont d'autres sujets, mais c'est important de penser à cette intégration de tous dans tout. Voilà, donc ce qui est aussi un élément à faire développer et dont je vais parler concernant évidemment Atout France, c'est la sensibilisation des professionnels du tourisme et leur formation. Je pense que d'autres en parleront aussi après moi. C'est qu'effectivement, cela passe par des formations de sensibilisation ou des formations plus complexes, suivant les cas de figure, pour aider les professionnels à se rendre compte des besoins spécifiques des personnes en situation de handicap et de faire le travail qui est nécessaire, évidemment, dans les mois ou les années à venir. Alors, en ce qui concerne l'association pour les musées, on a lancé depuis 2 ans un e-learning qui est gratuit, qui s'appelle monmuséaccessible.fr, qui permet à tous les personnels des musées de pouvoir se former. Quand je dis tous les personnels, il n'y a pas que l'accueil, il y a aussi les scénographes, il y a aussi les agents de sécurité, les agents de communication. Tout ça, c'est important de faire un tout et de faire une équipe autour de l'accessibilité, quel que soit son lieu. Et là, très bientôt, je ne connais pas la date, mais Atout France, puisque nous avons collaboré en tant qu'association Tourisme Handicap, Atout France va lancer aussi un e-learning de sensibilisation pour les professionnels du tourisme, tous secteurs confondus. Et j'espère évidemment que tout un chacun qui est ici présent n'hésitera pas à le faire savoir, puisque ça passe évidemment par cette formation, puisque moi aujourd'hui je suis en formation en Alsace pour les conseillers en séjour des offices de tourisme et les amener à la labellisation le plus possible. Voilà en quelques minutes ce que je voulais vous présenter. Je pense que s'il y a des questions précises, elles me reviendront par Marianne ou par Maëlys ou Frédéric, que je remercie pour cette invitation. Et s'il y en a d'autres, concernant notre adresse mail et notre site web, ils sont connus avec tourisme-handicap avec un s.org. Donc n'hésitez pas, parce que tout un chacun peut avoir des questions très précises et très pointues. Et nous sommes là pour vous aider les uns et les autres. Voilà, merci beaucoup, mesdames. Merci Annette, merci beaucoup. Je ne sais pas s'il y a des questions dans le chat, mais effectivement, sinon, on pourra recommuniquer votre adresse mail, l'adresse mail de l'association. Merci beaucoup Annette. Merci, excusez-moi, je reviens à ma formation d'office de tourisme. Pas de problème. À très Merci bientôt tout le beaucoup. monde. Au revoir. Au revoir. On va maintenant enchaîner avec la présentation par Antoine Bessy du Handilab. Antoine, je vous laisse la main. Bon, bonjour à tous. Donc Antoine Bossis, je travaille pour le groupe Fuminco qui porte le projet Handilab. Encore une fois, merci beaucoup à Tout France de nous laisser la possibilité de présenter le projet Handilab. Petite parenthèse au passage.
oui, Je me rends compte que ma présentation est peut-être un peu longue, donc si vous voulez bien, je pense que je vais la synthétiser. Marianne, si vous voulez bien, vous vous mettrez sur la slide numéro 24, qui est en fait la présentation de ce que c'est qu'Handilab, et moi je vais plutôt faire une présentation plus synthétique de ce qu'est Handilab. Donc Très en fait, bien. si ça vous va bien, et voilà, effectivement la présentation est peut-être un peu longue, mais bon. Donc, qu'est-ce que c'est Handilab? Donc, Handilab, tout simplement, c'est un écosystème. C'est à la fois un écosystème, un lieu et une boîte à outils qui a été créée par le groupe Fimenco, ayant pour objectif de présenter toutes les innovations dans le milieu du Handilab avec ceux qui en ont besoin. Quand on parle d'innovation, ce sont autant des innovations en rapport avec les technologies que des innovations en termes de formation. Alors, tout à l'heure, nous avons parlé de formation, c'est un sujet qui est aussi extrêmement important. Pour vous faire un petit peu, pour vous expliquer un petit peu pourquoi est-ce qu'on est arrivé à faire ce projet. En fait, on a fait trois constats assez simples. Le premier, c'est qu'en fait, le monde du handicap, souvent, il est vu sous l'angle réglementaire ou l'angle compassionnel. C'est très bien. Mais en fait, nous, on s'est rendu compte que quand on parlait du handicap avec un angle un petit peu plus décomplexé, un angle positif, ça générait un engouement qui était extrêmement fort. Je veux pour preuve les différents films qui sont sortis dernièrement comme un petit truc en plus, où en fait, on se rend compte que quand on parle du handicap, mais voilà, de manière décomplexée, ça crée un engouement extrêmement fort et ça permettait de changer le regard qu'on avait sur le handicap. Donc ça, c'était le premier constat qu'on avait fait. Le deuxième constat qu'on a fait, c'est qu'en fait, le monde du business et le monde du handicap ont parfois du mal à communiquer. Alors ça, on a parlé avec plusieurs grands groupes, ils nous disent que le sujet du handicap et de l'accessibilité les intéresse beaucoup, qu'il y a des opportunités de marché, de business, mais on n'a pas honte de parler en ces termes-là qui sont intéressants, qui pourraient bénéficier à tous. Mais bon, par méconnaissance ou pas peur d'être accusé de cynisme, et ben en fait, ils s'y intéressent pas vraiment. Nous, on trouve que c'est dommage pour trois raisons. Première raison, c'est parce que ça permettrait, si on crée un lieu qui permettrait de d'émuler le business et les innovations dans ce milieu, ça permettrait de mobiliser d'une part les acteurs qui sont déjà mobilisés, d'en donner plus de moyens. Ça permettrait aussi de renforcer ou d'étendre les acteurs qui s'y intéressent pas encore, mais qui auraient des bonnes raisons de s'y intéresser. Et enfin, nous, ce qu'on pense, c'est que ça permettrait de créer en fait une zone d'équité universelle dans laquelle en fait les porteurs de handicap eux-mêmes sont des clients à part entière, des chercheurs, des acteurs à part entière de la société. Donc ça, c'est le deuxième constat. Le troisième constat qu'on a fait, c'est qu'en fait, les jeunes générations sont extrêmement motivées par l'idée de l'inclusion. Il y a un chiffre comme ça que j'avais trouvé, c'était 74% des jeunes qui estiment être à la recherche de sens dans le cadre de leur étude, de leur vie professionnelle. Et deuxième chiffre, toujours dans la jeunesse, donc ça, c'est des chiffres qui datent de 2022, 72% des jeunes souhaitent créer leur propre entreprise. Donc en fait, ces trois constats nous ont fait dire, il y a quelque chose en rapport avec l'innovation, le business et le handicap, il y a les étoiles qui sont alignées et on pense que ce serait intéressant de créer un lieu, une boîte à outils business où on pourrait fédérer tout cet écosystème et proposer en fait à ceux qui en ont besoin les outils qui sont utiles. Donc Handilab, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est tout d'abord, c'est un lieu, donc c'est à Saint-Denis, donc on n'a pas choisi ce lieu par hasard, c'est une ville qui est emblématique à la fois de l'histoire française et aussi de la diversité. Donc nous, on s'était dit que c'était une bonne idée de parler de la diversité autrement en Seine-Saint-Denis. C'est un immeuble le lieu en lui-même fait 33 000 m², il y a 13 000 m² qui sont dédiés à Handilab. Voilà, tout à fait, c'est cette slide-ci. Et surtout, c'est un lieu comme on est à la croisée entre le pôle de la Défense, l'aéroport Charles de Gaulle, l'aéroport d'Orly, enfin c'est à Paris, c'est un lieu qui peut porter des ambitions internationales, à la fois en tant que vitrine de l'innovation française, mais aussi en tant que market enablers, entre guillemets, c'est de faire en sorte que les startups qui sont très fortes en France puissent s'exporter aux États-Unis, et pourquoi pas les entreprises performantes sur une niche puissent venir en France pour pouvoir adresser des besoins qui ne sont pas bien adressés. Donc, afin d'être un petit peu plus concret, je vous ai proposé cette petite slide, donc qui est la boîte à outils de Handilab. Qu'est-ce que c'est? En fait, Handilab, comme le disait Marianne, on a quatre grands pôles. En fait, on a un premier pôle qui est un pôle tourné autour de l'incubateur et du coworking. Donc, qu'est-ce qu'on fait? En fait, tout simplement, en fait, on met en lien les innovateurs que sont les startups. Donc là, j'ai mis un certain nombre de startups avec lesquelles on travaille. Ava, Unimotion, Digiskin, Losonante, avec qu'on connaît très bien, qui sont avec nous. Donc, on réunit des startups qui sont chez nous, on les incube.
en partenariat avec le village Baïséa. Et en fait, on les met en lien avec des grands groupes tels que L'Oréal, AXA, Capgemini, pour pouvoir leur permettre de se développer, de trouver les cas d'usage. Nous, on a développé à cet endroit-là en fait un outil spécifique qui s'appelle le Use Lab, en partenariat avec l'APF qui est présent aujourd'hui dans le webinaire et que je salue. En fait, un outil qui permet de tester en partenariat avec l'APF ce qu'on appelle un Use Lab pour tester les solutions innovantes qui sont créées. Donc ça, c'est à la fois pour les startups et puis aussi pour les grands groupes. Comme on le disait, nous, on pense que la formation, la recherche et l'insertion professionnelle, ce sont des sujets qui sont clés. Donc, en fait, on a développé aussi des séries d'outils qui seront présents dans cet immeuble. Donc, de la formation professionnelle avec Handilab Learning, qui est notre propre solution de notre propre entreprise filiale qui fait de la formation. On a des espaces de recherche et puis on est en train de créer un pôle d'insertion professionnelle pour aider, en fait, créer un espèce de guichet unique pour que les différents grands groupes et les sociétés puissent s'adresser chez nous pour, voilà, quand elles ont besoin d'atteindre les 6%, quand elles veulent mieux intégrer les personnes en situation de handicap dans le monde du travail, et bien, elles puissent avoir les outils disponibles. Et enfin, et ça c'est les deux derniers, et j'en finis et j'en resterai là, c'est aussi un lieu de vie. C'est un lieu de vie et un lieu ouvert au public. Nous, on voulait pas faire quelque chose qui était uniquement réservé pour les professionnels. On voulait que ce soit un lieu où on permettait de montrer qu'on pouvait parler du handicap différemment. C'est pour ça que c'était très important pour nous qu'il y ait un auditorium, qu'il y ait un showroom dans lequel les gens, tout à chacun, les Dionysiens par exemple, mais aussi les Parisiens pourraient venir pour regarder toutes les innovations extrêmement intéressantes qu'il peut y avoir dans le monde du handicap et des lieux qui soient en fait multiples, hein, donc une salle de sport et même de e-sport pour pouvoir pour que des gens puissent faire des activités ensemble, une crèche adaptée et un pôle de rééducation. Et en fait, ce qui est intéressant, et c'est ça l'idée d'Handilab, c'est que chacune de ces parties en fait communique avec les autres et crée des synergies. Donc voilà ce que c'est Handilab. On est en partenariat avec des grands groupes qui nous suivent comme Bouygues, Orange, L'Oréal, Transdev. Et la raison pour laquelle aussi je voulais un petit peu plus parler de Handilab et de l'écosystème aujourd'hui, c'est qu'en fait, nous, on est en contact avec plusieurs entreprises. Par exemple, on est en contact avec Pierre et Vacances, spécifiquement sur le sujet de l'accueil et du tourisme. Et en fait, on a déjà fait des présentations assez précises sur les startups qui sont pertinentes dans le milieu du tourisme et comment, en fait, elles peuvent s'intégrer à l'intérieur des différents lieux qui accueillent les touristes. Et tous les acteurs du monde touristique pourraient... Excusez-moi, j'ai vu un commentaire. Alors, Handilab, c'est financé, excusez-moi, je réponds à la question en live. Donc, je ne suis pas en contact avec l'association qui a été mentionnée encore, mais effectivement, nous, on aimerait beaucoup se développer en partenariat avec l'Allemagne. On va rentrer en contact avec la Chambre de commerce et d'industrie. Et comment c'est financé? En fait, c'est un projet qui est hybride. Nous, notre société, Groupe Fimenco, elle est spécialisée dans la création d'écosystèmes, de lieux. Et en fait, nous, on a à la fois une activité avec des baux, hein, tout simplement, qui permettent de porter tout le reste du projet et le projet aussi porté par les grands groupes qui nous accompagnent par un fonds de dotation. Donc en fait, c'est un projet qui est hybride. Donc c'est comme ça qu'en fait qu'on arrive à faire tourner la boutique. Et le but, comme le montre cette slide, c'est d'être une boîte à outils pour toutes les entreprises, mais pas forcément les entreprises. Par exemple, avec La Villette, on avait créé un projet de développement des microfolies qui sont ces petits musées numériques où en fait, avec tout l'écosystème d'Handilab, donc à la fois les startups, les grands groupes, on se met ensemble et on crée des solutions concrètes pour pouvoir améliorer l'accessibilité. Donc voilà ce qu'est Handilab. J'espère ne pas avoir été trop long, j'essaie d'être synthétique, mais je m'excuse si je vous prie de m'excuser si j'ai un peu débordé. Je suis très content de vous en parler et j'espère qu'on pourra tisser de nombreux partenariats suite à ce webinaire. Merci beaucoup. Merci Antoine. Alors, je ne sais pas si... Donc, du coup, vous avez répondu aux deux autres questions. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions pour le Handilab. Après, la présentation de la démarche était très claire. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Et je prendrai le temps de répondre aux questions, bien sûr, dans la conversation. Très bien, on aura un autre temps d'échange en fin de webinaire si vous le souhaitez. Super. Merci beaucoup Antoine. Et de rien. On va passer maintenant à Freddy Derbib pour Speak You, qui va nous présenter toute la démarche autour de Speak You, les formations et aussi le menu sonore. Freddy, je vous laisse la parole. Tu me donneras la carte. Bonjour, vous m'entendez toutes et tous? Très bien. Bon, eh bien écoutez, je me présente, Freddy Zerbib, ex-restaurateur, à la retraite et ce depuis 3 ans.
J'ai commencé la restauration à l'âge de 16 ans, 16 ans et demi, ouais, 17 ans, et je l'ai arrêté il y a à peine 3 ans. Le constat que j'en ai fait, c'est que depuis quelques années, eh bien, sur les 3,1 millions de déficients visuels, alors je ne parle pas que des aveugles, hein, donc ils sont au nombre de 3,1 millions. Et pour le monde de la restauration, c'était assez complexe que de les avoir à nos tables. Alors, pour ne rien vous cacher, j'ai parfois un peu honte de le dire, je n'ai pas été un grand partisan d'accueillir les personnes en situation de handicap dans nos restaurants. Et pour autant, j'ai un enfant handicapé qui a 45 ans, mais bon, voilà, c'était très compliqué pour nous restaurateurs que d'accueillir des personnes en situation de handicap. Et puis, en 2015-2016, eh bien, j'ai été confronté à un couple qui est venu donc dans mon restaurant. Je n'ai pas fait très attention, c'est pas moi qui ai accueilli donc ce couple-là, c'était une de mes directrices, et c'est quand même moi qui prenais les commandes. Et j'ai fait la gaffe habituelle, qui était de demander aux clients de bien regarder la carte et de sélectionner le choix, le plaisir gustatif. Et bien entendu, ce client souhaitait manger le même plat que son épouse et sans me regarder. Ça me vexait un petit peu, donc j'ai insisté lourdement à lui présenter la carte jusqu'à m'apercevoir qu'effectivement, à ses pieds, il y avait une canne blanche. J'étais confus, désolé. Et puis la discussion est passée sur le fait que j'allais organiser une carte en braille. Sauf qu'en 2016, il n'y avait plus que 25% de personnes en situation de handicap visuel qui savaient lire le braille. En 2020, il n'était plus que 10%. Et fin 2023, début 2024, il n'était plus que 3%. Donc vous imaginez bien que l'idée de faire un menu en braille, qui plus est avec le Covid où il fallait nettoyer les cartes tous les jours, ces pictos venaient à disparaître. Donc c'était extrêmement compliqué. Et puis je me suis pris d'affection pour ce couple. Et puis, j'ai créé, grâce à un ami qui a une quarantaine d'années de cela, avait amené de Chine une petite carte audio qu'il appelait la carte vocale. Je lui ai demandé si on pouvait améliorer ce mécanisme, développer le temps, développer le son, l'amélioration de l'audition et ainsi de suite. Et on en a fait une carte que nous avons appelée, depuis quelques années, la carte Speak You. Et de cette carte-là, eh bien, à aujourd'hui, je la développe et notamment dans les lycées hôteliers pour qu'ils puissent avoir une éloquence parfaite, c'est-à-dire vendre le menu qu'ils devraient proposer à leurs clients de restaurants d'application. Et ça leur permet de, un peu comme la version du dictaphone, de recommencer jusqu'à ce que la voix soit claire, audible, bien articulée, une bonne éloquence. Et aujourd'hui, écoutez, ça s'y prête parfaitement. L'Éducation nationale a eu vent des formations que je faisais dans les CFA et dans les lycées hôteliers proches de chez moi, donc d'Orléans. Et ils m'ont demandé si j'acceptais d'avoir le plaisir de faire les 725 lycées hôteliers de France et de Navarre. Bien entendu, avec beaucoup d'humour, je leur dis si c'est pour demain, ça va être compliqué, mais je suis capable de le faire quand même. Et résultat des courses, depuis 2 ans et demi, voire 3 ans, je ne fais que ça. Donc, je passe une retraite bien méritée déjà, et je me fais vraiment plaisir. Donc, à peu près tous les mois, j'ai 2 lycées hôteliers, à peu près. Ça représente environ 50 élèves à chaque lycée hôtelier, plus une douzaine de professeurs. Donc, avec un ingénieur pédagogique, eh bien, nous avons créé ces 3 modules de formation. Premier module, accueillir et servir. Deuxième module, guider un client déficient visuel au restaurant ou à l'hôtel, bien entendu. Et le troisième module, comment adapter la cuisine aux personnes en situation de handicap visuel. Alors ça embête beaucoup les cuisiniers, parce qu'ils sont tous à se dire, mais Freddy, on n'a pas besoin de formation pour faire un bon plat à un aveugle. Le goût y est toujours. Oui, mais. Et de ce fait, quand ils participent aux formations, ils s'aperçoivent qu'effectivement, ils n'ont pas tout à apprendre, mais tout à reprendre. Et donc voilà, et entre cette carte Speak You, qui est notamment, je ne sais pas si vous la voyez, donc celle-ci, le principe est simple. Vous avez donc la carte, vous avez ces 3 boutons avec un relief pour que le client puisse appuyer et écouter. Alors ça peut faire entrée, plat, dessert, ou alors café, thé, infusion, ou vin blanc, vin rouge, vin rosé, on fait ce que l'on veut. Et à l'arrière de la carte, vous avez toujours ces 3 boutons qui nous permettent d'enregistrer. Il nous suffit d'appuyer
d'enregistrer le message que l'on souhaite. C'est des messages d'environ 45 secondes, ce qui suffit largement pour lire l'ensemble de la carte, notamment des entrées du menu. Et le client, lorsqu'il arrive au restaurant, eh bien, il n'a plus qu'à appuyer sur un des boutons et l'écouter. Alors certes, ce n'est pas ce qui se fait de plus efficace, c'est clair, mais je défie quiconque de me trouver ce qu'il y a de moins cher et de tout aussi efficace. Aujourd'hui, les lycées hôteliers sont ravis de ces formations. J'ai passé Calliope afin de me perfectionner. Et puis, eh bien, écoutez, il ne me reste plus qu'à faire tous ces lycées hôteliers qui restent. Je me dois de vous dire que tous les 1 an et demi, 2 ans, avec l'argent du coût des formations et de l'argent que je peux soustraire du compte bancaire de chaque chef d'entreprise, eh bien, écoutez, je parraine un chien guide. Et avec mon association et mon ami Hervé, qui est près de moi aujourd'hui, eh bien, nous parrainons un chien guide que nous offrons à un enfant aveugle avec la Fondation Galliane. Voilà, et ça va faire notre 6e chien le 15 mai, car le 15 mai prochain, nous allons organiser ce dîner de gala. Voilà, vous savez presque tout. Peut-être C'est passer la vidéo de présentation, Freddy, pour avec qu'on plaisir. puisse vraiment comprendre de quoi il s'agit. Alors, Ça marche. Donc là, effectivement, le son n'y est pas, mais on a la transcription écrite. Et le coût de la carte est de 20 €. Hélas, non, le lycée de Grenoble ne m'a toujours pas répondu. Donc l'association SpeakYou, comme elle est présentée, donc voilà, l'inclusion, c'est faciliter l'accueil des déficients visuels et des personnes en situation de handicap dans les restaurants et dans les hôtels. Pédagogie, eh bien, nous formons les lycées hôteliers principalement, et pour autant, depuis peu, je me suis adressé aux professionnels. Et avec l'argent, comme je vous l'ai dit, eh bien, nous parrainons les chiens guides, principalement de la Fondation Galliane, car c'est des chiens pour enfants. Alors certes, on ne fait pas que des chiens guides pour enfants, on a fait précédemment un chien d'assistance judiciaire. Voilà. Continuez. Au programme, eh bien, ils comprendront donc la déficience visuelle. En 2, accueillir et guider, adapter la cuisine, servir en salle, accueillir à l'hôtel et les cas pratiques. Alors, les cas pratiques, c'est assez particulier car je prends 5 élèves, en fait, 5 groupes de 5 élèves à chaque fois. Ah non, c'est à l'île de la Réunion. C'est peut-être pas aujourd'hui que j'irai, mais je serai avec un immense plaisir que d'y aller. Le coût de la formation est de 600 €. J'essaye de répondre en même temps que les questions allez-y, soient les posées. questions restent dans le chat, hein, mais allez-y si vous le souhaitez répondre pour répondre en direct. OK. Et donc, les cas pratiques, alors je prends 5 élèves à chaque fois, des groupes de 5. Il y a un aveugle, un accompagnant, qu'on pourrait surnommer l'aidant. Il y a le serveur, le maître d'hôtel et le cuisinier. L'idée, vous l'avez compris, c'est que le maître d'hôtel et le cuisinier, ensemble, doivent réaliser un menu. Le maître d'hôtel va poser la question qui est, si on a des déficients visuels à midi ou des personnes en situation de handicap, comment adapter les plats? De ce fait, les deux travaillent ensemble. Le serveur n'aura plus qu'à accueillir et servir les clients avec la formation qu'il a eue. Et la dernière question est de poser à cet aidant, à savoir si selon lui tout s'est bien passé. Et vous l'avez compris, l'idée c'est que l'aidant n'ait absolument rien à faire, qu'il y passe un réel moment d'échange et convivialité avec la personne en situation de handicap. En fait, pour qu'il puisse vraiment passer un bon moment. Alors souvent, on me dit, mais enfin, ça se passe assez bien. J'ai un enfant handicapé, comme je vous l'ai dit en amont, et tous les vendredis soirs, je le récupère du foyer, et tous les vendredis soirs, depuis 40 ans, nous allons au restaurant. Et bien entendu,
quand il va au restaurant, c'est moi qui m'occupe de le servir, de couper ses plats, que ce soit burger, poisson, pizza, enfin ce que l'on veut, et bien entendu, pour le plus grand plaisir de tout le monde. Mais moi, je mange froid, vous l'avez compris, après lui avoir prédécoupé son burger, sa pizza, etc. Je mange et moi, à ce moment-là, c'est froid. Alors, je vous rassure, avec beaucoup d'humour, j'ai trouvé une méthode. Je mange d'abord, il mange après. Voilà. Bon, ça, c'est une blague. Adapter ces pratiques à l'accueil des personnes déficientes visuelles. Eh bien, oui. Alors, vous allez me dire pourquoi principalement les personnes déficientes visuelles. Je pense que c'est le seul handicap qui nécessite de la part du personnel, de salle comme de cuisine, une formation. Imaginons que vous veniez avec un fauteuil, la personne peut lire, peut manger, peut couper sa viande, peut se servir, n'a pas besoin que le serveur s'occupe de tout, il suffit simplement de retirer la chaise et pour se remplacer avec son fauteuil. Donc voilà, et je me suis vraiment intéressé à ces gens-là car ils ne sont pas toujours considérés comme des handicapés et de ce fait, c'est extrêmement compliqué pour eux que d'aller au restaurant. Et j'avais envie, en tant que professionnel, de former la nouvelle génération, et notamment donc, par le biais des lycées hôteliers, cette nouvelle génération qui, grâce à ces formations, pourra à un moment donné lever les tabous. Et quand je vois le résultat que nous avons auprès des élèves, des professeurs, proviseurs et même parents d'élèves, je me dis que je suis un homme heureux et que je vais continuer dans ce sens. On peut continuer. Alors, bien sûr, vous voyez, on a un exemple, le choix de la table. Alors, on n'installe pas une personne déficiente visuelle dans un angle ou dans une contre-allée, pas près d'un mur, pas d'accès difficile, pas de table trop petite et surtout pas de décoration superflue. Toujours prévenir de ce que l'on va faire. Je prends votre main pour vous indiquer le dossier de la chaise. On tire la chaise en diagonale. On prend la main de la personne, on la pose sur le dossier de la chaise. La personne s'installe et on l'accompagne dans le mouvement. Alors, ça paraît être que du bon sens, mais ce n'est pas toujours évident. On continue. La carte SpeakU est un support dédié à 3 usages, pour les personnes déficientes visuelles, pour les empêcher de lire et pour les touristes étrangers. Oui, dès lors que l'on peut enregistrer vocalement notre voix, on peut aussi, grâce à Google Traduc ou n'importe quoi, enregistrer en chinois, en italien, en espagnol, et cela fonctionne très très bien. On annonce le menu et le plat du jour, les suggestions, le dessert, le vin du mois, enfin tout ce que l'on veut. Si tant est qu'on n'a pas de carte, eh bien, on peut se centrer sur le meilleur, mais l'enregistrement est personnalisable et personnalisé. Plusieurs modèles de cartes sont bien entendu disponibles, mais cette carte ne sert pas uniquement du fait qu'elle ne soit pas chère, on peut aussi l'offrir lors des anniversaires. Voilà. On peut continuer. Alors oui, la formation est bien reconnue, qualifiante, absolument. La relation, bien sûr, donc la commande entre la salle et la cuisine. Alors, vous voyez, lorsque 2 clients à la table 12, par exemple, prendraient, je ne sais pas moi, une entrecôte bleue, eh bien, on mettra une entrecôte bleue DV, de telle sorte qu'en cuisine, lorsqu'ils vont snacker les viandes, eh bien, ils vont en garder une, enlever le gras et l'émincer, non pas la couper, mais l'émincer de telle sorte que chaque morceau à déguster par le déficient visuel, eh bien, ce ne sera qu'une bouchée et non pas un grand morceau. En fait, l'idée, c'est de dire que le déficient visuel, s'il a un couteau, ça devra lui servir uniquement pour pousser ce qu'il mange à la fourchette ou à la cuillère, et en aucun cas pour couper. Continue. Alors, un dressage adapté, bien entendu, ainsi que les assiettes adaptées. On préconise des assiettes blanches, bien entendu, pour créer le contraste entre ce qu'il va manger et sur l'assiette, bien entendu, toutes blanches. Des petits rebords d'environ 1 cm, assiette plate, 26 à 28 cm, qui peut servir aussi bien à l'entrée que le plat. Et les autres, les 24-26 cm, peuvent servir aussi bien à l'entrée que pour le dessert. Mais restons toujours sur des assiettes vraiment plates avec juste des petits rebords. Donc, les assiettes adaptées au contenu, les sauces à part dans un ustensile stable, les viandes désossées, dégraissées et émincées, les poissons, bien sûr, filets levés sans arête. Attention aux assiettes chaudes. Alors ça, c'est important car dans notre métier, entre la salle et la cuisine, c'est toujours la guerre pour embêter l'un comme
l'autre, le cuisinier va faire en sorte que l'assiette soit brûlante. Le serveur, bien entendu, est taquiné, et vous comprendrez bien que pour les déficients visuels, il est impossible pour ce milieu de la restauration de continuer à jouer à cela. Donc voilà. Que le contenant soit adapté, bien sûr, les contenants avec les bords, la garniture, les sauces à part, décoration reste superflue. Effectivement, il n'y a pas besoin pour un déficient visuel d'avoir les petites fleurs sur les assiettes, tous ces grands traits. Et pour autant, il ne faut pas que l'assiette soit servie avec beaucoup de banalité, vous voyez, très simplement, parce que le binôme va voir l'assiette, donc le respect de la présentation est quand même primordial, et les autres clients à table voient l'assiette aussi. Donc, il est important de respecter scrupuleusement la présentation de l'assiette, aussi bien pour le binôme que pour les clients d'à côté. Certes, le déficient visuel ne va pas la voir, mais ce n'est pas parce qu'il ne voit pas qu'il ne peut pas se l'imaginer. On peut continuer. Alors là, vous voyez, on a une assiette de caviar, saumon, mousse d'avocat, saumon, mousse d'avocat, pardon, oui, mousse d'avocat, saumon et une mousse d'avocat. Pourquoi? On part de 6 heures à midi. Vous l'avez compris, le caviar est à 6 heures. À 7 heures, c'est le saumon gravlax. À 8 heures, eh bien, ce serait la mousse, et ainsi de suite jusqu'à midi. Ce qui nous permet d'annoncer aux clients comment est disposée son assiette. Et en fait, pour le cuisinier, quand il sait qu'il y a un DV à table, eh bien, il devra disposer ces présentations de telle sorte que ça ressemble à une horloge, tout simplement. Donc devant, ce sera le nord ou midi. Derrière, c'est le sud ou 6 heures, etc., etc. Alors, c'est une grande importance lorsqu'on doit accompagner un client aux toilettes, et notamment dans les chambres d'hôtel. Ça a une très grande importance. On peut continuer. Alors, on a présenté un set de tables que nous offrons lors de nos formations. Vous allez me dire, un set de table sur une belle table de restaurant, mais vaut… Hop, oh, pardonnez-moi, si vous voulez répéter la phrase, là, je n'ai pas tout vu. Il y avait une question qui était posée. Il y a une question aussi qui était un peu plus haut dans le chat, une question posée par Maxime Berton. Oui. Quel est le coût de cette carte? Cela peut être réfléchi pour une application à des offices de tourisme sur une sélection de 3 types de produits. Possible d'intégrer des boutons en plus? Alors, il est possible d'intégrer des boutons en plus, effectivement. La carte la moins chère, elle est à 20 €. Et pour ne rien vous cacher, elle nous revient à 14,95 €. Voilà, comme ça, vous savez tout. Et nous la vendons donc au lycée hôtelier à 20 €. Alors, pour revenir sur ce set de table, c'est juste pour dire aux jeunes, parce que la difficulté que j'ai avec les jeunes, notamment dans les lycées hôteliers, c'est qu'ils ne savent plus lire l'heure à cadran. Et c'est très compliqué. Donc, il a fallu qu'on crée des sets de table pour leur expliquer que le couteau est à 3 heures, la fourchette à 9 heures, le verre de vin est à 1 heure et le verre d'eau à 11 heures. Alors, me direz-vous, pourquoi ne pas laisser les deux verres l'un à côté de l'autre comme on fait d'habitude? Tout simplement, bien entendu, pour que personne, aucun aveugle ne puisse renverser l'un des deux verres. Et pourquoi est-ce qu'on les met un à droite et un à gauche? Tout simplement pour éviter que de la main droite, on vienne chercher le verre d'eau à gauche et donc que les boutons de manchette trempent dans la soupe. Voilà. C'est un petit détail, mais qui a aussi son importance et qui ravive bien sûr les personnes en situation de handicap visuel. Donc on peut continuer. Le TPE. Alors malheureusement, nos banquiers nous créent des TPE tactiles. De plus en plus, les tout nouveaux TPE sont tactiles. Je vous laisse imaginer pour un déficient visuel la grande difficulté. Alors on me dit souvent, oui, mais le sans contact jusqu'à 50 €. Si ce déficient visuel ou personne âgée ou personne qui a un problème aux yeux, enfin n'importe quoi, souhaiterait vous inviter, vous imaginez bien que l'addition dépasserait largement les 50 €. D'où l'intérêt que lors de la formation, ce serveur qui a accueilli la personne déficiente visuelle, qui a pris le relais de l'aidant et qui va l'accompagner à table, servir à table, doit à chaque fois se présenter, de telle sorte que l'intérêt est de créer vraiment une bonne relation de confiance entre
la personne déficiente visuelle et le serveur, de telle sorte que s'il y a à un moment donné cette gêne qui est de prendre le TPE tactile et puis de taper le code, eh bien, cette relation de confiance aura permis, en tous les cas, de demander à ce serveur de faire le code pour la cliente. Et je rassure tout le monde, il n'y a jamais eu de vol ou de maladresse qui aurait pu. C'est souvent ce qu'on me pose comme question. Hein. Est-ce que le serveur ne va pas rajouter un 0 à la carte bleue, enfin notamment à l'addition? Bon, ça n'est jamais arrivé. Accueillir à l'hôtel. Alors ça peut paraître assez particulier, mais vous savez, lorsque l'aveugle doit être dans la chambre, bien entendu, ils n'ont pas accès à la chambre PMR, cela va de soi. Pour autant, il ne s'agit pas de les mettre à la 412, 4e étage, 12e chambre. On doit donc les accompagner. Là aussi, les nouveaux hôtels, les ascenseurs deviennent tactiles, donc c'est quand même un gros problème. Et pour les accompagner jusqu'à la chambre avec la technique de guide, eh bien écoutez, cette distance de pas que nous avons, lorsque nous marchons, nous faisons des pas de 40 à 45 cm. Un déficient visuel ne fait des pas de 30 cm. Il ne s'agit pas de dire au client c'est à 3 mètres. 3 mètres, ça ne veut rien dire pour un déficient visuel. Donc, on va additionner tout ça sous forme de nombre de pas. Et lorsqu'on va visiter cette chambre, il est indispensable d'utiliser cette horloge pour lui dire où se trouve la télé. Souvent, la télé va se trouver à 1 heure ou à 2 heures ou à 3 heures du lieu où on est. Les toilettes, où se trouvent les toilettes, où se trouve le papier toilette, où se trouve le lavabo. Eh bien, on va décrire tout ça comme une horloge, sachant que l'élément essentiel et qui serait midi, eh bien, ce sera le lavabo, car on passe plus de temps au lavabo qu'ailleurs. Voilà, la carte SPICU, elle sert dans les chambres d'hôtel pour informer notamment le code Wi-Fi, l'heure à laquelle on peut prendre le petit déjeuner et toutes les informations. Et je laisse imaginer toutes les personnes qui pourraient se dire qu'un aveugle, s'il doit faire recharger son téléphone ou sa tablette, comment? Imaginez que personne ne lui annonce. Eh bien, il faudrait qu'il se mette à 4 pattes pour chercher toutes les prises de courant qu'il aurait dans sa chambre. Voilà, bien entendu, on ne déplace jamais les affaires. Le lien entre le personnel d'accueil et le personnel de chambre. L'utilisation de la carte SPICU pour transmettre les informations importantes. On rappelle que le chien guide et le chien d'assistance ne payent pas, n'ont pas de taxes supplémentaires. Et fin de séjour, bien sûr, vérifier avec le client déficient visuel qu'il n'ait rien oublié. Nous, si on oublie une bague, un rasoir, on va le voir tout de suite. Eux, malheureusement, ne le voient pas. Donc, il est indispensable qu'une personne de l'hôtel fasse la fin de séjour avec le déficient visuel. Voilà ce Merci qu'on beaucoup, apprend aux Freddy. jeunes. Je vous en prie. Il y a une autre question. Quel partenariat avec Groupe Enseigne, exemple Accor, Louvre-Hôtel, chaîne de restauration pour pousser votre carte, développer votre business model et intégrer massivement SPICU au sein des établissements? Alors, pour l'instant, je compte beaucoup sur les lycées hôteliers, bien entendu, parce que c'est cette génération de jeunes serveurs, cuisiniers, maîtres d'hôtel qui vont être amenés petit à petit à lever les tabous sur le monde du handicap. Je compte vraiment beaucoup sur eux. Et avec le groupe Accor, notamment Christian Pansard, qui est le directeur du RSE et de Mission Handicap, eh bien, on a vocation à faire des formations dans des hôtels avec les équipes. Là, précédemment, j'ai fait le Prince de Galles. Vous connaissez sans doute, c'est sur Paris. On a formé les responsables de chaque pôle et ça leur a beaucoup plu, bien entendu. Et ils m'ont dit qu'il y a 150 employés à former. Donc voilà, je dois leur fournir l'autonomie de la carte. Pardon, je ne vous l'ai pas montré, mais voilà, je ne sais pas si on le voit là. Voilà, on charge la carte comme un téléphone Samsung. Une fois qu'elle est chargée, ça va prendre 20 minutes. Pendant 3 mois, eh bien, merci. Pendant 3 mois, cette carte bon, voilà, elle est parfaite, bien chargée. Et si tant est que le son commence à merdouiller un tout petit peu, pardon de l'expression, il suffit de la recharger, c'est reparti pour un son parfait. Merci beaucoup, Freddy. Je suis Merci. obligée de vous couper parce qu'il y a encore Mais avec 2 plaisir, bien autres prises sûr, de pardon. parole. Je suis un grand bavard, pardonnez-moi. Merci beaucoup, Freddy, pour cette présentation. Et le chat reste bien entendu ouvert. S'il y a d'autres questions, n'hésitez pas. Super.
Maintenant, on va passer à la présentation donc, de Picto Access par Éline. Éline, je t'en prie, je te laisse la parole. Merci. Alors, merci à tous de votre présence. Merci aux précédents intervenants et à Marianne de nous avoir conviés sur ce webinaire. Donc, effectivement, je vais vous parler d'APEF France Handicap et plus précisément de la solution Picto Access. Voilà, je vais essayer de tenir dans mon timing tout en étant la plus claire possible et en étant assez concrète pour que vous puissiez avoir un bon aperçu de la solution. Donc, je voudrais commencer par un constat en quelques chiffres. Ça va vous permettre de vous mettre un peu dans le sujet avec moi. Donc voilà, ces 4 chiffres. Le premier, 12 millions de personnes en situation de handicap en France. On en a déjà parlé un petit peu lors de ce webinaire, mais effectivement, c'est un chiffre qui est très conséquent. Et ce chiffre ne comprend uniquement les personnes reconnues comme en situation de handicap par la MDPH. Et donc, il faut ajouter toutes les personnes qui, d'une part, ne sont pas nécessairement reconnues par la MDPH et plein d'autres publics plutôt en situation de fragilité qui ne sont pas nécessairement en situation de handicap, notamment les publics seniors ou les malmarchants ou les familles poussettes, qui sont des publics qui vont être amenés à rencontrer des difficultés de mobilité et qui pourtant ne sont pas voilà, catégorisés, on va dire, comme en situation de handicap. Donc, premier chiffre. Deuxième chiffre, 80% des handicaps sont invisibles. Effectivement, on en a un petit peu parlé aussi, mais quand on pense handicap ou accessibilité, on peut penser à des handicaps qu'on voit tout de suite visuellement, voilà, dans notre imaginaire commun, le fauteuil roulant, etc. Alors qu'en fait, la grande majorité des handicaps ne sont pas visibles. Et donc, il faut aussi penser à tout cela et à tous les types de fragilités qu'on ne peut pas repérer en un coup d'œil à l'accueil d'une personne, par exemple. Ensuite, on a un troisième chiffre qui nous vient d'ailleurs d'une de nos offices de tourisme partenaires qui est donc 37% de touristes allemands, de potentiels touristes allemands, qui renoncent à se rendre en France par manque d'installations accessibles, adaptées, ou en tout cas par manque de connaissances et d'informations concernant ces potentielles installations accessibles. Donc ça montre qu'il y a quand même un manque à gagner au niveau du tourisme en ce qui concerne l'accessibilité et surtout la connaissance même des équipements qui sont mis en place. Il me semble que oui, il y aura le replay du webinaire si je ne me trompe pas, qui sont dans le chat. Et enfin, dernier chiffre qui est 12 millions aussi, mais cette fois 12 millions de vues des informations d'accessibilité via les frises de pictogrammes Picto Access. Alors en 2023, à préciser que le chiffre n'a pas, enfin ma slide en tout cas n'a pas été actualisée, mais on est sur le même ordre d'idée pour 2024. Les stats ont été collectées récemment et on est toujours sur le même ordre d'idée. Donc voilà, ça c'était pour vous planter un peu le décor et ça me fait la transition vers du coup la solution Picto Access par APF France Handicap. Donc je vais faire un petit storytelling aussi pour que vous compreniez un peu l'histoire. Donc en 2015, le fondateur de Picto Access à l'origine avait un ami éducateur spécialisé et cet éducateur spécialisé travaillait donc avec des enfants en situation de handicap. Et c'est lui qui a fait un constat assez perturbant qui est que il se rendait toujours dans les mêmes lieux d'activité et dans les mêmes voilà, lieux de vie avec ces jeunes en situation de handicap parce que il ne se risquait pas à se rendre dans d'autres types de lieux par manque de connaissance des conditions d'accessibilité de ces nouveaux lieux. Donc il allait toujours dans les mêmes établissements en sachant que là, il allait pouvoir faire ce qu'il voulait en termes d'activité, mais n'allait jamais voir de nouveaux lieux par manque d'informations. Et c'est ce manque d'informations concernant les conditions d'accessibilité de lieux de vie, hein, autant des lieux touristiques que des lieux, des hébergements, que des établissements recevant du public type administratif. Enfin, voilà, tout type de lieu et de site peut être concerné. Et donc, c'est ce manque d'informations qui a donné naissance à Picto Access, qui est donc une solution que je vais vous présenter un peu plus en détail après. Une solution d'abord numérique qui permet de collecter les données d'accessibilité d'établissement, de valoriser cette information auprès du grand public et ensuite de aussi responsabiliser les gestionnaires d'établissement quant à leur accessibilité. Donc effectivement, voilà une frise de pictogrammes Picto Access qui prend en compte 8 fragilités. Et donc là, je vais bien parler de fragilité et pas nécessairement de handicap, comme j'ai pu le dire un peu en introduction, puisque dans la frise de pictogrammes, eh ben, on a les troubles auditifs, certes, la malentendance et la non-entendance. On a les troubles visuels qu'on connaît aussi assez bien, la malvoyance et la non-voyance, à droite de la frise. Et puis, on va avoir les troubles psychiques et cognitifs, le handicap moteur, mais aussi les familles poussettes et les seniors malmarchants.
Donc c'est pour ça qu'on parle de fragilité parce que on l'a tous expérimenté, hein. Vous avez une grosse valise ou une grosse poussette dans le métro parisien, c'est compliqué. Vous cassez une jambe, vous vous retrouvez en béquille ou même en fauteuil parfois, ça devient aussi tout de suite compliqué. Donc voilà, il y a plein de situations qui sont fragilisantes. Même quand on prend de l'âge et qu'on a du mal aussi à se mouvoir, voilà, c'est autant de situations qui peuvent amener des difficultés de mobilité. Donc on prend un large spectre dans nos analyses. Et pour chaque type de fragilité, on va venir associer, à l'issue d'un diagnostic d'accessibilité, on va venir associer un code couleur, un lettrage, donc vert, accessible en toute autonomie, jaune, c'est écrit à l'écran, dans tous les cas, vous pouvez le lire, jaune partiellement et rouge non accessible. Donc quand on fait un diagnostic, on va s'intéresser au bâti, à la réglementation, mais surtout à l'usage et au service. Et ça rejoint ce qu'Annette Masson disait en introduction, qui est qu'en fait, la réglementation, certes, elle existe, mais en fait, elle est complétée par l'usage, par le service qu'on rend dans l'établissement. Et par exemple, un musée qui serait accessible dans son bâti, mais dont le contenu culturel n'est pas accessible, ou l'exemple avec le restaurant aussi, c'est pareil. Le bâti peut être accessible si le service rendu à l'intérieur ne l'est pas. Voilà, c'est en ce sens qu'on parle d'accessibilité d'usage. Je pense qu'on peut passer la prochaine slide qui va montrer la suite de la solution PictoAccess. Donc, la frise de pictogramme, c'est un premier niveau d'information. Cette frise de pictogramme, et je vais vous montrer un exemple concret juste après, elle vient s'implanter sur les supports de communication des lieux audités et qui sont déjà existants. C'est-à-dire que PictoAccess, ce n'est pas une plateforme tierce, ce n'est pas une application en dehors sur laquelle on doit se rendre pour aller chercher telle ou telle information. Non. Nous, si on travaille avec un hôtel, par exemple, qu'on va venir faire le diagnostic d'usage, d'accessibilité d'usage, eh bien, le but, c'est que la frise de pictogramme, elle soit sur le site internet ou sur les autres supports de communication de la structure de l'hôtel en question. Ça, c'est vraiment l'objectif. C'est là où on va tout aller chercher les informations. C'est là où, si vous allez vouloir des horaires, des contacts ou une adresse, vous allez vous rendre naturellement sur les supports de com de l'établissement. Cette frise de pictogramme, elle est complétée par un référentiel d'accessibilité. En gros, c'est comme un questionnaire qu'on remplit lors du diagnostic et qui va venir référencer en détail l'accessibilité du lieu en suivant le parcours usager. Ce diagnostic d'usage, lors duquel on remplit le référentiel, il peut être réalisé par les experts d'accessibilité d'usage de PictoAccess. Il peut être réalisé par des délégations APF France Handicap que l'on aurait formées au diagnostic ou d'autres publics, en tout cas, qui auront été formés dans tous les cas. Et le troisième niveau d'information PictoAccess, c'est les photos qui permettent de se projeter dans le lieu et surtout de rassurer la personne en situation de fragilité avant sa visite. En fait, cette solution, avec ces trois niveaux d'information, l'objectif, c'est pour la personne en situation de fragilité ou pour son aidant et son accompagnant, on en a parlé aussi un petit peu, mais voilà, ce sont des publics qui vont aller aussi à la recherche d'informations. Ça permet à ces personnes d'avoir les cartes en main pour prendre la décision de savoir si elles peuvent se rendre dans ce lieu seules, accompagnées, ou en tout cas de savoir à quel service elles vont pouvoir avoir accès et peut-être à quel service elles vont avoir plus de mal à avoir accès. C'est vraiment voilà, un outil qui va redonner une autonomie à toutes ces personnes dans leur déplacement. En tout cas, c'est ce à quoi on aspire. Pour compléter ce que j'ai dit, je sais que je vais un petit peu vite, mais voilà, j'essaie de tenir dans le timing. Je vais, si c'est toujours OK, Marianne, partager mon écran pour vous montrer un exemple très concret d'un cas client, on va dire. Alors, hop, voilà. Est-ce que vous voyez mon écran? Oui. OK, super. Hop, je vais décaler ça. Voilà. Donc, on travaille au national, hein, avec différents types de structures. Je sais d'ailleurs que parmi le réseau Atout France, il y a certains acteurs avec qui on a déjà pu travailler. Alors, je ne vais pas tous les citer parce que je ne les ai pas tous en tête, mais Mougins, Hello Lille, Anglette, la ville de Paris, le département du Nord. Bon, voilà, il y a plusieurs acteurs qui peut-être sont présents dans la vidéo, mais voilà, avec qui on a déjà travaillé. Et là, je vous montre un exemple tout simple. J'ai tout simplement tapé Maison des Métallos Paris. C'est un établissement culturel. Donc, imaginons que je vais préparer une visite. Voilà, je vais aller voir une expo dans cet établissement et je prépare ma visite. Donc, j'ai tapé tout simplement sur Google. Là, donc, il y a le premier lien. Il y a surtout les informations pratiques. Je me dis, bon, bah, OK, peut-être que là, je vais pouvoir trouver les informations d'horaire, d'accès, etc. Et donc, si je clique sur informations pratiques, c'est peut-être un petit peu zoomé, mais c'est pas grave, vous allez bien voir comme ça.
J'arrive sur voilà, le site de l'établissement en lui-même avec une map. Ils ont mis les métros, les bus pour y accéder, etc. Et on a, je vais dézoomer un peu parce que normalement, voilà, j'avais trop zoomé mon écran. On a la frise de pictogramme Picto Access pour cet établissement. Donc là, je prépare ma visite et j'ai accès aux informations d'accessibilité simplement. Et c'est quand je souhaite en savoir plus sur cette frise, me dire, OK, d'accord, à quoi ça correspond? Moi, je veux plus de détails, je veux pouvoir préparer ma visite au mieux. Et ben, on peut cliquer sur en savoir plus. Et c'est là qu'on va être redirigé vers les 3 niveaux d'information que je vous ai présentés un peu plus tôt. Je vais peut-être redescendre encore un petit peu, voilà. Donc, on est bien sur la maison des métallos avec information pratique, la frise d'accessibilité, le référentiel, comme je vous l'ai présenté, qui va suivre un cheminement usager, accès, accueil, cheminement, barre buvette. Là, c'est barre buvette, ce serait pratique sportive si c'était un établissement sportif, ce serait hébergement si c'était, enfin, ce serait chambre si c'était un hébergement, ce serait culture si c'était un musée. Enfin, voilà, vous avez compris l'idée. Service, équipement, environnement. Et donc là, j'ai tous les détails nécessaires, en tout cas, pour m'informer sur l'accessibilité du lieu. Et ensuite, les photos dont je vous ai parlé, qui permettent de se faire, voilà, de se représenter le lieu dans son esprit. Je précise que toutes les pages Picto Access, comme celle-ci que je viens de vous montrer, sont lues en voice-over, sont surtitrées pour les personnes qui seraient déficientes visuelles, ainsi que les photos qui sont légendées et qui donc sont surtitrées également. Voilà. Pour conclure, je sais que voilà, le timing est un peu serré, mais pour conclure, pour que vous compreniez un peu le déroulement d'un projet, on va dire, il y a la phase de diagnostic réalisée par des experts, on se rend sur place, on constate l'accessibilité du lieu. Il y a une phase très importante qui est la phase de diffusion de l'info. Donc, c'est la phase où on va accompagner nos clients partenaires dans la communication, en fait, c'est-à-dire mettre la frise au bon endroit pour qu'elle soit trouvable, etc. Et ensuite, il y a une phase derrière de pilotage du projet qui consiste aussi à rendre responsables et autonomes les gestionnaires d'établissement pour que eux soient les pilotes et les maîtres de leur accessibilité. Et pour ça, on met des outils à disposition. Voilà, je ne vais pas rentrer dans le détail aujourd'hui, mais voilà ce que je peux vous Merci dire. beaucoup, Eline. Il y a pas mal de questions dans le chat. Ah oui, j'ai quitté le chat du coup, je reviens. Tac, tac, tac. Alors, je remonte, voilà, c'est à peu près là. Alors, non, Picto Access n'est pas du tout un concurrent du label tourisme et handicap, c'est bien un complément. D'ailleurs, on travaille beaucoup ensemble. On a plusieurs de nos clients partenaires qui sont dans les deux démarches. Picto Access n'est pas un label, c'est, j'ai envie de dire, un outil et de communication et de pilotage de votre accessibilité, mais ce n'est pas un label. Et donc, on a pas mal de clients qui sont dans la démarche Picto Access et qui donc aussi se tournent vers le label Tourisme Handicap. Donc, je vais faire synthétique, mais c'est plutôt un complément. Ensuite, les coûts Alors, des audits, les coûts, diagnostics et les ouais, délais entre le début d'analyse, puis la position ou intégration de la frise sur les lieux d'accueil et au site internet de l'établissement. Marianne, est-ce que tu préfères que je réponde oralement ou que ou que je réponde dans le Non, on chat peut pour prendre les laisser... questions. Il reste une présentation, mais on peut prendre peut-être une ou deux questions et ensuite Ok, on enchaînera. très bien. Alors, le coût du déploiement Picto Access, il y a deux coûts en fait. Il y a un coût unique de mission diagnostic. Donc là, on va être entre 300 et 400 euros par service, par usage. Donc par frise de pictogramme en fait. Voilà. Donc là, c'est le coût de diagnostic. Et ensuite, il y a un coût récurrent d'abonnement à la solution qui comprend un certain nombre de choses, mais qui comprend entre autres le bon affichage de la frise sur vos supports et l'accès à un tableau de bord qui permet toute la gestion du projet finalement côté gestionnaire d'établissement. Et là, par usage, enfin, par service et donc par frise de pictogramme, on va être environ à 100 euros par an d'abonnement. Donc voilà. Et Et plus on... Pardon. désolée, je voulais juste préciser, parce que je suis aussi Picto Access. Oui. Moi, c'est en Center, je suis aussi chef de projet. Franchement, je fais la même chose qu'Eline. Et aussi pour les coûts, c'est aussi à réfléchir en fonction du maillage territorial, puisque forcément, si on va diagnostiquer 50, 30 établissements dans un même secteur, les coûts seront forcément dégressifs ou par rapport à un one-shot sur un établissement en particulier. Donc c'est vrai que nous, on a dû travailler par maillage. Donc c'est plus intéressant, par exemple, avec la communauté urbaine de Dunkerque, on a l'établissement communautaire de Dunkerque, donc administratif, on a les hôtels, on a les restaurants, on a le réseau de transport. Et tout ça, ça a été diagnostiqué en même temps. Donc ça permet de déjà faire de la cohérence pour l'usager et aussi de réduire les coûts
d'intervention finalement. Et beaucoup d'établissements de Dunkerque, pour compléter sur Tourisme Handicap, sur Picto Access, on peut valoriser aussi l'information de Tourisme Handicap. Sur nos pages, on peut ajouter le label, on peut faire le relais, et sur Tourisme Handicap pour Dunkerque, tous les établissements labellisés ont été mis en valeur sur les pages Picto aussi. Voilà, désolée Eline de t'avoir coupé, je voulais juste Pas, compléter cet aspect. pas de souci, tu as bien fait de Merci. compléter. Et au niveau du délai, c'est difficile à dire. Ça dépend de l'envergure du projet. Comme l'a dit Ambre, on est souvent sur des gros projets qui se déploient sur tout un territoire. Donc ça dépendra vraiment. C'est forcément à l'échelle de quelques mois, j'ai envie de dire. Mais voilà, je ne saurais pas vous dire un délai. Je ne sais pas si Ambre, tu as des éléments plus précis à dire là-dessus, mais ça dépend vraiment de l'envergure, quoi. En fait, ça peut être assez rapide pour un diagnostic, par exemple. Si on est sur 25 établissements, c'est une semaine de diagnostic pour C'est l'équipe Picto ça. Access. Après, il faut rajouter à ça le fait de taper le diagnostic au propre et de le formaliser. Donc, on va être sur des temps de diagnostic qui vont être de 3 semaines, un mois pour finaliser le tout. Et après, nous, nos outils numériques de communication, ils sont très simples à mettre en place. Donc, ça dépend plutôt de l'agenda du service com, du partenaire et du client, de savoir s'ils auront le temps ou pas se caler une après-midi pour communiquer l'information et la diffuser partout. Donc ça dépend plus des agendas internes aussi des partenaires et des clients avec qui on travaille. C'est ça. Très bien. Et Merci beaucoup pour le reste des questions. Peut-être, Eline, tu pourras Oui, répondre dans le chat. ouais, On va enchaîner. Il reste une présentation. merci à tous. Merci beaucoup. Agnès, pour Tactile Studio, c'est à vous. Je suis désolée pour le délai supplémentaire. Je vous laisse la parole. Alors, Agnès, est-ce que vous êtes là? Vous avez le micro coupé, Agnès. Vous m'entendez? Très bien, parfait. Désolée, j'ai un petit problème d'activation. Bonjour à toutes et tous. Merci à ceux qui ont précédé, c'était vraiment très intéressant et on voit bien que voilà, il y a plein de solutions qui émergent et qu'on va dans le bon sens. Voilà, c'est de la complémentarité et aussi une sensibilisation plus large. On voit bien ça. Donc, je suis donc la directrice générale de Tactile Studio. Euh, Peut-être, donc aujourd'hui, Tactile Studio, nous travaillons en fait à promouvoir un accès le plus large aux arts et à la culture pour tous. Donc vraiment, on s'adresse aux lieux de patrimoine, on s'adresse à tout ce qu'on peut mettre en valeur culturellement. Donc le patrimoine, ça peut être au sens de la ville, au sens d'une région, au sens d'un quartier. Et puis ça peut être au sens d'une maison, tout simplement, ou d'un monument. On a toujours travaillé, nous, on s'appelle, on s'est auto-appelé agence de design inclusif, parce qu'en fait, au départ, on travaillait vraiment, on a au cœur en fait de travailler pour toutes les personnes empêchées, que ça soit déficience visuelle, motrice, enfin les 4 déficiences dont on a parlé, et effectivement aussi les 80% de handicap invisible. Donc, on va avoir un travail sur le langage, on va avoir un travail sur le vocabulaire, on va avoir un travail sur la formalisation pour qu'elle soit accessible au plus grand nombre. Donc, design inclusif, c'est plutôt, si vous voulez le prendre simplement, parce qu'on ne sait plus trop ce qu'il y a derrière, c'est celui qui exclut le moins, en fait. Donc, vraiment, c'est un design ouvert à tous, qui va casser le plus de barrières, mais c'est aussi un design qui est ouvert, qui inclut aussi le plus, dans le sens où en fait, on ne va pas proposer des outils qui sont uniquement destinés à être pour un seul type de handicap, mais qui sont accessibles à tous. Donc, en fait, nos outils, c'est aussi bien pour les enfants, les familles, les gens qui ont plus. Moi, si j'enlève mes lunettes, et ben, rapidement, c'est compliqué. Voilà, et on le voit tous à un moment ou à un autre. On a des besoins et donc nous, on pense à ça, on a toujours ça en tête. Donc, il y a vraiment un travail sur l'ergonomie, sur la pédagogie et un travail aussi de formalisation. Ce qu'on fait,
les outils qu'on fait, nous, on s'adresse au patrimoine, c'est des choses fantastiques, parfois qui ont des siècles, qui ont des valeurs inestimables. Donc, en fait, ce qu'on fait, on le veut beau et attractif. Donc, en fait, quand on va s'adresser à vous, travailler ensemble, c'est vraiment pour travailler ensemble à renforcer votre activité, à faire venir des gens chez vous qui venaient pas forcément. On a des chiffres aujourd'hui, on sait que un lieu qui n'est pas clairement accessible, qui n'a pas Picto Access ou le label tourisme et handicap, eh ben, c'est 20% de clientèle en moins. Donc, en fait, tous les efforts que vous ferez pour communiquer, pour équiper, pour donner de la valeur et un champ de public le plus large possible, ça vous revient en termes de visitorat. Et en plus, c'est un visitorat qui vient souvent accompagné, qui vient avec sa famille, et c'est un visitorat qui dépense plus. Donc, en fait, c'est vraiment dommage de s'en priver, si ce n'est en termes, voilà, pour une société plus équitable, mais aussi en termes de business, tout simplement. Et c'est des gens, ils sont bien chez vous, je vous assure qu'ils reviennent. Et ils reviennent avec d'autres personnes. Donc voilà, on peut peut-être passer. C'est pour ça qu'on a des enfants ici. Nous, on travaille sur des solutions sensorielles. Tactile Studio, c'est dans le sens où on travaille sur le toucher, donc pour les déficients visuels au début. Mais aujourd'hui, on a vraiment complété notre offre avec de l'olfactif, évidemment de l'audio. Et puis, je vous disais, un sens quand même pour tout ce qui est visuel, très développé. Et puis, les plus intuitifs possibles, on ne doit pas se poser de questions. En fait, nous, ce qu'on veut, souvent la culture, il y a vraiment un problème de distance. On veut casser cette distance. Donc, en fait, on veut vous proposer quelque chose, vous allez avoir envie de toucher, vous allez avoir envie d'appuyer, d'activer. Et puis, hop, comme ça, vous allez rentrer dans un sujet. Voilà, un masque du XIVe siècle qui vous aura peut-être baissé de marbre parce qu'il est derrière une vitrine et avec un tout petit cartel et des mots en latin. Et ben nous, vous aura proposé une solution où vous allez pouvoir le toucher, le découvrir avec vos doigts. Pourquoi pas faire jouer, activer des mécanismes. Et voilà, c'est une autre façon de rentrer dans le patrimoine, l'histoire, la culture et de la rendre la plus intuitive. On peut passer à la suivante. Donc rapidement aujourd'hui, on est très fiers d'être entreprise du patrimoine vivant depuis 2018. On est un studio et un atelier. Donc vraiment, c'est du Made in France, hein. Tout est à Nantes aujourd'hui. Et on a une équipe de 35 profils avec des ergonomes, des illustrateurs tactiles, des designers objets, volumes, des ingénieurs mécaniques. Enfin, on a vraiment un panel entre eux, concepteurs, on a des consultants, on a des concepteurs, et jusqu'à des maquettistes, des assembleurs au sein de l'atelier, vraiment avec des profils artisans, artistes pour respecter le patrimoine. J'ajouterais juste, parce que c'est hyper important, ce qu'on fait a toujours été soutenu par de la recherche. Donc, on a toujours avec nous des chercheurs, parce qu'en fait, on était un peu pionniers dans cette discipline. Il n'y avait pas de chiffres et puis il fallait aller convaincre. Donc voilà, on a toujours eu des chercheurs avec nous. On a des chiffres, on sait combien de temps sont passés sur les dispositifs, quel type d'engagement ça provoque. Et, nos travails avec nos clients permettent vraiment de démultiplier leur visitorat, chiffre à la pluie. Voilà, je vais vous donner, on peut passer à la suivante. Donc, nos champs d'action, on a une partie consultation. Consultation dans le sens, voilà, qu'est-ce qu'on peut faire de votre patrimoine, qu'est-ce qui est intéressant à mettre en valeur et voilà, une partie vraiment création d'objets tactiles et sensoriels. Un gros pan sur tout ce qui est signalétique et orientation, parce que quand on arrive dans un lieu, qu'on soit déficient visuel ou qu'on soit n'importe qui, on n'est pas oiseau, donc on n'a pas une vue d'ensemble, on n'a pas un contexte du bâtiment, de son architecture. Donc nous, on travaille vraiment déjà à donner de la confiance et de l'autonomie aux visiteurs pour qu'ils sachent où ils sont. Donc l'orientation, c'est très important, et la contextualisation, ça permet ensuite une visite beaucoup plus fluide. Et puis enfin, sur une partie manipulation, expérience.
Je vais vous montrer quelques exemples ensuite. Donc, sur une partie vraiment orientation, voilà, ça c'est un travail qu'on a fait avec la ville de Paris qui s'appelle Paris Piéton. Et en fait, pour développer une gamme de supports signalétiques, là c'était un terme d'expérimentation, avec qui soit très simple, comme vous le voyez, apposé au pont de Paris et qui permettait d'avoir une lecture en relief du monument et qui donnait avec un QR code accès à votre orientation. Vous êtes à 5 minutes et on vous expliquait comment on allait d'un lieu à l'autre. C'est un projet qu'on a développé, donc là c'est pareil, avec études visiteurs, observation. On peut passer à la suivante si vous voulez voir. Voilà un petit peu l'idée, donc qui peut être applicable à n'importe quelle ville demain sur vos principaux monuments. C'est une indication visuelle et surtout des propositions de parcours piétons et avec le QR code, on peut compléter avec des informations beaucoup plus nourries. Je continue sur les exemples d'orientation. On continue encore. Voilà, des plans d'orientation pour les offices de tourisme. On verra avec de nombreux offices de tourisme en France. Ça, ce sont des plans relief. Donc là, c'est un plan de la ville de Paris, de ses grands quartiers. On va en voir d'autres. Donc, c'est des plans, tout ce qu'on fait est en sur-mesure. Donc, on peut vraiment s'adapter à votre environnement, votre matérialité, votre ambiance. Donc voilà, donc je vous donne des exemples de coûts. Ce coût, en fait, là, c'est 18 000, mais on peut partir de beaucoup plus bas et aller beaucoup plus haut. Donc, en fonction voilà, de vos besoins, de vos ambitions, on peut passer à la suivante. Pour le château d'Angers, c'est pareil, on a travaillé un plan d'orientation. Alors, et on peut passer à la suivante. Un autre style, vraiment, donc là, on travaille tout ensemble, hein, mobilier, implantation, stratégie de déploiement, s'il y en a plusieurs sur le lieu, on travaille ça avec vous. Et là, vous voyez, on combine en fait du français, du braille. Alors, on parlait du braille tout à l'heure, Freddy. C'est vrai qu'il n'y a plus beaucoup de lecteurs de braille, mais en fait, dans tout ce qui est patrimoine et touristique, vous allez trouver les gens qui ont passé des années à apprendre le braille. Donc, c'est très important de leur redonner ça, de leur dire, voilà, il y a des choses pour vous. Et c'est aussi un signe aux autres qu'on est une population avec chacun ses capacités. Donc, nous, on est vraiment fervent de continuer à avoir du braille pour le message que ça diffuse. Voilà, le message que ça diffuse, et évidemment pour les gens qui ont appris le braille, comme ça ils peuvent s'en servir et avoir plus d'autonomie dans leur vie. Voilà, un autre projet, là on combine orientation et maquette. Donc vous êtes votre ville à un monument, là c'est le MUMA à Arles, une grande musée avec une maquette, mais voilà, on pourrait imaginer, on a travaillé avec la Tour Eiffel, on a travaillé avec de nombreux monuments, hein, des parcs, les arêtes de Nîmes, enfin, vraiment une grande diversité. Je ne vais pas les citer parce qu'on en a plus de 500 depuis 15 ans. Donc, vous pouvez en retrouver de nombreux exemples sur notre site. Et puis de toute façon, on peut être en contact. Donc voilà, là, l'idée, c'est de vous montrer plutôt un design beaucoup plus contemporain, flashy, pour vous montrer un petit peu la variété de ce qu'on peut faire. Un projet avec le Château Royal de Blois. Donc là, c'est intéressant dans le sens où on a travaillé avec eux une maquette tactile. On peut la voir, voilà. Et ce qu'on a adoré faire, vraiment, c'était un travail avec l'ensemble des intervenants, donc de l'étude du besoin en passant par des phases de test. Là, ce qu'on voit à l'écran, c'est le plan d'orientation extérieure. Et vous voyez, ce qui nous intéresse aussi, c'est que sur la partie droite, on voit des reproductions en bas-relief d'enseignes emblématiques. Voilà, donc il y a un mélange entre orientation, prise de connaissance avec le patrimoine, qui font une valorisation immédiate des environs et du lieu où on est.
Voilà, on peut passer à l'exemple suivant. Le MUSEM, labellisé Tourisme et Handicap, je pense, depuis de nombreuses années. On a un travail de collaboration avec le MUSEM depuis presque le début sur le parcours permanent, mais aussi sur des expositions temporaires, comme celle-ci. Donc, vous voyez, je parlais de multisensoriel, on a ajouté de l'olfactif, on combine. En fait, ce qu'on aime bien, ce qu'on aime bien et ce qui est vraiment apprécié par les visiteurs, c'est de leur proposer des engagements variés. Donc, une fois, ça va être le toucher, une autre fois, ça va être l'olfactif. Et en fait, plus on combine les sens, plus ils sont en éveil et plus ils vont recevoir l'information et être à même de la digérer. Voilà, on peut passer à la suite. Toujours pour le MUSEM, c'est pour vous montrer une maquette de l'entrée du port, mais aussi on est passé dans la porte Cailleux, on est passé de l'autre côté. Non, mais juste, c'était pour vous dire qu'on peut traiter tout type de thématiques aussi. Enfin, je veux dire, on est très patrimoine, mais ça va de sujets politiques, contemporains, scientifiques, patrimoniales. Donc, ensemble, vraiment, on peut couvrir un spectre de sujets très, très large. Voilà, la porte Caillaux, ça c'est avec l'Office de tourisme de Bordeaux, c'est une porte médiévale et là c'est pour vous montrer un petit peu l'étendue de ce qu'on peut faire. C'est un projet qui se mesure à 95 000 € et en fait on a vraiment retravaillé avec eux tout ce qui était découverte du patrimoine, donc avec un maximum de dispositifs accessibles. Donc vous voyez des bas-reliefs, mais c'est aussi un mobilier, c'est aussi des choix de couleurs, des contrastes, et puis des types d'engagement étonnants. Et voilà, on voit des portraits parlants. Vous passez devant et on vous raconte dans l'histoire de la porte vue par une servante, vue par un maître de l'époque. Et voilà. Et puis c'est aussi, dans ces parcours-là, c'est aussi avoir des moments où si on temporise, on est plus calme. Donc là, on invite à scruter un panorama. Il y a un casque qui va vous raconter ce qu'on voit à l'extérieur. Donc voilà, c'est vraiment varier la médiation pour qu'elle soit la plus accessible, la plus intuitive et la plus, je vous le disais, attractive pour vos lieux. Voilà, je crois que j'ai terminé avec les exemples. Bon, je vous transporte à Montréal. Juste vous montrer des derniers types de sujets, maquette du stade olympique. Voilà, on n'est pas en reste sur le sport. Et c'est aussi des sujets, c'est clair, vous avez un stade, c'est le patrimoine de votre ville, ça appartient, vous le savez, à vos concitoyens. Donc, quoi de mieux que le mettre en valeur et compréhensible par le plus grand nombre. Donc ça, c'était vraiment un projet emblématique qu'on a fait à Montréal et qui a eu un retentissement et qui est toujours un succès au quotidien. Voilà, je pense qu'on voit cette maquette. Et un dernier mot pour dire que Tactile Studio, c'est le groupe Okinéa. Le groupe Okinéa, c'est la chaîne de déplacement dont on parlait. Donc, c'est vraiment qui vous accompagne tout au long de la chaîne de déplacement, avec des solutions de signalétique, des solutions de signalétique auditive au sol, et puis un compagnon logiciel qui s'appelle Evelity, lui qui vous permet un guidage indoor dans ce qui est tout ce qui peut être grand site, parc. Voilà, donc, au-delà du patrimoine, on a aussi ce groupe qui propose plein de solutions pour rendre notre société plus inclusive. Voilà, j'en ai terminé. Merci Je vous beaucoup, remercie. Agnès. Alors, il y avait une question. Quel serait le tarif pour la réalisation d'une maquette tactile d'un théâtre, pardon. Alors, on fait tout sur mesure, mais il faut imaginer, oui, je dirais qu'on est entre
Oui, c'est entre 15 000 et 25 000 euros. Après, ça dépend du niveau de précision, ça dépend des matériaux, enfin, ça dépend de beaucoup de choses. On sera ravis d'entretenir avec vous et de vous faire un devis en sur-mesure. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. On a pas mal dépassé sur le temps, mais c'était très clair. Merci beaucoup Agnès pour la présentation de ce projet et cette manière ultra ludique de faire de la médiation qui peut servir en fait à tout le monde, même pour les enfants. Donc merci beaucoup, c'était très clair. Maëlys, je ne sais pas si tu veux ajouter quelque chose. Je pense qu'on va arriver à la conclusion de ce Non, webinaire. ça va. Franchement, toutes les présentations étaient super intéressantes, diversifiées. Enfin, c'était super. Et c'est beau de voir des projets qui continuent comme ça pour améliorer l'accessibilité à tous. Donc, non, franchement, c'était une très bonne session. Un grand merci à tous les intervenants et les participants qui ont répondu présents. On espère vraiment que voilà, tous ces échanges autour de ce webinaire vont pouvoir être source d'inspiration pour vous, que ça pourra aussi nourrir vos projets. Et en tout cas, on a pu donc le constater, peut-être pour dire un petit mot de conclusion, avec les interventions d'aujourd'hui, que l'accessibilité peut finalement vraiment être un levier de création de valeur et d'innovation. Antoine l'avait précisé d'ailleurs en mentionnant les actions du HandiLab. Et comme on ne le rappelle jamais assez, travailler sur l'accessibilité peut finalement bénéficier pas seulement aux personnes en situation de handicap, mais ça améliore bien l'expérience pour tous, comme on l'a vu aujourd'hui à la fois dans les musées, les restaurants et plus globalement dans les ERP avec Picto Access. Donc un grand merci à tous pour ces échanges passionnants. Côté Atout France, on vous donne rendez-vous le 20 mars à 11 heures pour une nouvelle édition des webinaires Tourisme Innove. Cette fois, on se concentrera sur les visites virtuelles des musées en partenariat avec le ministère de la Culture. Voilà, encore un grand merci à tous et toute l'équipe innovation est à votre écoute si vous avez des questions. Merci beaucoup et très bonne journée. Merci à vous. Au revoir. Bonne journée. Au revoir.